Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de cette campagne présidentielle, imaginée et réalisée conjointement chaque semaine par l'internaute.com, par le Lab Europe 1, aujourd'hui représenté par Aurélie Marciro. Bonjour. Par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Alexandre Boudet. Bonjour. Et par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Anne-Charlotte Dussault. Bonjour. Bonjour à tous. Votre invité aujourd'hui est maire de Forcalquier, il est député des Alpes de Haute-Provence. Il était en lice pour devenir président de la région PACA, mais il a dû se désister au profit de la droite pour empêcher la victoire du Front National. Autant dire que le Front Républicain, lui, ça le connaît. Cet élu socialiste était par ailleurs rapporteur à l'Assemblée de la loi Macron. Un virage pour lui, qui a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui porte-parole de candidat d'En Marche. Il lui reste donc 10 jours pour faire en sorte que la marche se termine bien à l'Élysée. Notre invité, vous l'avez compris, c'est Christophe Castaner. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Point Paul. On commence tout de suite avec une première photo, la photo qui apparaît sur cet écran pour commencer cette émission. C'est la première séquence de l'émission, c'est une habitude chez nous. On est allé chercher une photo qui date d'il y a une dizaine de jours, c'est au meeting de Marseille. Donc elle appelle tout de suite un premier commentaire, mais une question sous-jacente évidemment. On se demandait quel était le rôle de Brigitte Macron dans cette campagne. Elle est très présente, elle est montée sur scène dimanche soir. On imagine qu'elle a un rôle de conseillère, mais pas uniquement. Dites-nous tout. Comment est-ce qu'elle travaille aujourd'hui avec vous, avec l'équipe de campagne, avec Emmanuel Macron? Elle ne travaille pas avec nous, elle ne travaille pas dans l'équipe de campagne. Elle est extrêmement proche d'Emmanuel Macron. Ils sont très liés, ils sont fusionnels, ils ont besoin de partager, d'échanger. Mais elle n'est pas dans l'organigramme de campagne. Elle ne nous donne pas de conseils. Par contre, j'aime échanger avec elle, j'aime dialoguer avec elle. C'est une femme de culture. Mais c'est effectivement quelque chose d'assez étonnant, leur histoire personnelle. Et aujourd'hui, ce lien, cette fusion, ce partage, ça fait partie d'Emmanuel Macron et Brigitte est un élément, je pense, de renfort d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas dans l'équipe de campagne, mais cela dit, elle est forcément un intermédiaire pour certains d'entre vous. Compte tenu du fait qu'elle est très très proche, comme vous le disiez, d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est une observatrice. J'imagine qu'elle échange avec Emmanuel, mais nous avons la chance d'avoir des contacts directs avec Emmanuel Macron, donc on n'a pas besoin de passer par Brigitte. Il est proche de nous, et heureusement, comme il est proche de toute son équipe. Et éventuellement, si jamais Emmanuel Macron est à l'Élysée, Brigitte Macron sera quel genre de première dame? Plutôt Karlane Bruni, plutôt Yvonne de Gaulle, plutôt... Comment vous les voyez? Alors ça, c'est une question piège. Moi, je lui souhaite d'être Brigitte Macron et de rester Brigitte Macron et de ne pas chercher à jouer un rôle de première dame. Mais ils sont l'un et l'autre liés. Et vous savez, dans une construction politique, il y a aussi une construction personnelle. Si vous n'avez pas cette sécurité, cette sérénité personnelle dans votre propre vie, je pense que vous êtes en fragilité dans votre action politique. Donc voilà, elle fait partie des éléments de stabilité d'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Je ne doute pas que demain, elle fasse partie de cette stabilité personnelle dont un candidat à la présidence de la République a besoin. Donc pas de rôle politique, selon vous, déterminé? Non, ça me paraît évident, elle doit représenter, voilà. Ensuite, vous savez, il y a une discussion sur le statut de première dame ou pas. Pour moi, c'est un statut qui n'existe pas. Et donc, l'époux ou l'épouse a un rôle dans l'engagement personnel, mais on va élire un président de la République, non pas un couple, mais on sait que ce couple existe. C'est quelque part aussi leur affaire, mais ça devient notre affaire, parce que l'équilibre personnel d'Emmanuel Macron est important demain quand il sera, et je le souhaite, président de la République. On passe à l'actualité du jour. On ouvre un grand chapitre consacré à la campagne. Il reste 10 jours. Alors hier, on a l'impression que votre candidat s'est un peu réveillé lors du meeting et de la visite à Whirlpool. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez nous dire que oui, il avait un peu raté son début de campagne, ses 2 premiers jours de campagne de deuxième tour? Non, dès le premier jour, il a eu beaucoup d'échanges internationaux avec des leaders européens. Et vous savez qu'un président de la République a vocation à avoir une dimension mondiale. Il n'est pas encore président. Non, mais a vocation. C'est pour ça que je parle de vocation. A vocation à avoir une dimension mondiale et préparer déjà l'entrée dans la présidence, c'est important. Il ne faut pas qu'au lendemain de son installation, il soit en fragilité, en difficulté sur ces sujets majeurs. Ensuite, il n'a pas voulu se précipiter devant les médias. Il a voulu aussi prendre le temps
temps de la réflexion, de l'organisation. Il a été très vite sur le terrain, à Garches, à l'hôpital, sur la question majeure du handicap. Il n'avait pas besoin d'aller à Rungis à l'approche du second tour, puisqu'il y était allé précédemment. Et donc, voilà comment il a souhaité organiser sa campagne. Il avait besoin de cette provocation un peu de Marine Le Pen qui va sur le parking de Whirlpool pour finalement débuter sa campagne de deuxième tour. Non, elle n'a pas besoin de le singer ou de le suivre, ça c'est son problème. Lui avait pris l'engagement sur une émission télé face à un polémiste, en même temps responsable politique puisqu'il est candidat, François Ruffin. Il avait dit, mais j'irai voir les salariés Whirlpool, mais sans les médias. Et donc c'est pour ça qu'il avait organisé cette rencontre avec les syndicats. Ensuite, les syndicats lui ont tout de suite dit dans la table ronde, écoutez, c'est important que vous veniez sur le terrain. Et donc, comme c'était à l'invitation des syndicats, de tous les syndicats, il a dit OK, il s'est rendu sur place. Ce n'était pas une réaction à la visite surprise de Marine Le Pen. C'était une invitation des syndicats et je pense que c'était difficile en début de discussion de ne pas dire OK, je viens. Puis ensuite, on a bien vu comment les choses se sont passées. Il y avait encore des militants FN qui étaient là, qui avaient accompagné la tournée en guest star de Marine Le Pen, qui est resté quelques minutes, qui a fait des selfies, qui a fait des grands sourires et qui est parti. Ben, lui, il est venu, il a échangé. Ça a été dur. Ces échanges, vous l'avez vu, ceux qui ont suivi son déplacement l'ont vu, mais ça a été fructueux et utile. Et vous avez vu que sous quelques huées, il est arrivé et il est parti en serrant des mains avec des gens qui avaient peut-être retrouvé un peu confiance et qui ne croient pas aux mensonges. Je pense que l'attitude de Marine Le Pen, sur place hier, mais comme il y a 15 jours, qui a écrit en disant « Avec moi, Whirlpool Amiens ne fermera pas », c'est mentir. C'est surfer sur la misère comme elle le fait sur les victimes d'attentats, elle le fait aussi sur cette réalité sociale. Sur le site de l'usine, c'est un coup de com', vous dénoncez un coup de com' de oh, c'est une évidence, mais elle l'avait amorcé. Vous saluez quand même cette vista, cette visite surprise, elle a respecté tout le monde, mais il y a eu quand même un coup de com' et un coup de force derrière. Là. On sent qu'elle a un instinct de sentir le moment pour faire campagne, et ça vous peut-être... C'est peut-être une mise en garde, une alerte. Comment vous voyez Moi, d'abord, j'ai du respect pour Marine Le Pen. C'est une femme politique que je respecte. Je combats ses idées. Je considère qu'elles sont nocives pour la République. Je fais la différence entre mes adversaires et les ennemis des valeurs de la République. C'est ce qui m'avait amené, par exemple, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à retirer ma liste des régionales pour empêcher l'élection de Marion Maréchal Le Pen et à choisir de soutenir Christian Estrosi, qui était mon adversaire et qui l'est encore aujourd'hui. C'est encore votre adversaire aujourd'hui. Bien sûr, même si il appelle à voter Emmanuel Macron, il reste un adversaire politique. Je ne suis pas sur le même mode de combat aujourd'hui et lui-même le reconnaît. Ensuite, on a des points de convergence. Quand j'observe sa présidence à la région, je ne condamne évidemment pas tout. Il a repris, par exemple, toute la politique économique que nous avions mise en place avec Michel Vauzel et je pense que c'était stratégique et malin de sa part de ne pas vouloir créer des ruptures. Peut-être qu'on y reviendra. Et donc, je salue donc la bête politique qu'est Marine Le Pen. D'ailleurs, elle baigne dans la politique depuis toute petite, elle est biberonnée à la politique, c'est l'héritière, dans tous les sens du terme, de son père Jean-Marie Le Pen, y compris avec une forme de talent politique. Dans cette séquence Whirlpool, il y a aussi une polémique qui a commencé à monter, c'est les propos de Jacques Attali qui parlent d'anecdotes. Finalement, tous ces vieux soutiens, est-ce qu'ils ne vous causent pas plus de soucis qu'ils ne sont bénéfiques pour votre campagne ? Parce qu'il était à la rotonde, Jacques Attali, dimanche soir. Oui, alors d'abord, il n'y a pas que les vieux soutiens qui peuvent dire des conneries. Et là, manifestement, c'est non seulement, je pense, une connerie, excusez-moi du terme, mais en plus, c'est une insulte. C'est une insulte pour ces femmes et ces hommes qui sont en fragilité. Donc nous aurons souhaité, effectivement, non pas les démentir, ces propos appartiennent à Attali, il ne parle pas au nom d'Emmanuel Macron, mais à dire ce que nous en pensions. Donc là, je crois que j'ai été assez clair. Cette séquence de Whirlpool, on a tous l'impression que ça marque véritablement le début de cette campagne d'entre-deux tours. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron dans les 10 jours qui restent? Il est sorti en tête du premier tour, il est le favori du second. Quelle va être sa ligne pour justement affronter Marine Le Pen pendant ces 10 jours? Rassembler, réconcilier. Retrouver l'esprit des vrais patriotes, et j'assume ce mot qu'elle a tenté de voler à Jaurès, parce qu'il y a deux types de patriotes. Il y a les patriotes qui considéraient qu'en faisant la ligne Maginot, on allait protéger la France, et on a vu le résultat. Puis il y a les patriotes qui ont été dans la résistance, qui ont su s'opposer, qui ont su se battre, et qui ont su reconstruire ensuite en rassemblant. En rassemblant, notamment en tendant à l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre, ce n'était pas évident. Je crois que l'ambition d'Emmanuel Macron dans ce second tour, mais comme dans sa présidence, ce sera de rassembler. C'est ce que nous avons voulu faire au premier tour, avec cet objectif qu'il ne faut pas négliger. Emmanuel Macron, le 12 juillet, quand il est à la Mutualité pour son premier grand meeting, il se fixe
un seul objectif, non pas d'être président de la République, mais de dire je refuse que Marine Le Pen soit en tête au soir du premier tour. À ce moment-là, personne ne croyait cela possible. C'est ce premier objectif qui a été atteint et que nous pouvions dimanche soir. C'est pour ça que vous avez fait la fête dimanche soir? Que nous pouvions apprécier dimanche soir. Faire la fête? Ouvrir le champagne? Moi, boire du champagne? Non, je crois pas. Enfin, moi, j'étais sur les plateaux, je n'ai pas bu de champagne. Vous non, mais Emmanuel Macron, oui, ça a fait Je suis plutôt un polémique. buveur de bière, donc j'ai eu l'occasion de boire une bière dimanche soir. Est-ce que rassembler, ça ne veut pas dire aussi un peu oublier le projet ou en tout cas faire des concessions sur le projet? Non, parce que d'abord, je vais être pragmatique. Si on voulait choisir une mesure pour attraper tel ou tel camp, il faudrait trouver une mesure qui fasse la synthèse entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Et inutile de vous dire que même si on passait beaucoup de temps, on aurait du mal à la trouver. Et puis de toute façon, La reconnaissance du burn-out, par exemple, qui était dans le programme de Benoît Hamon, il y a le 1er mai qui approche, on a l'impression que ce n'est pas une mesure qui pourrait effrayer beaucoup de monde. Mais vous savez, quand on travaille sur la question de la pénibilité, on doit évidemment reconnaître la question du burn-out comme un élément important, y compris dans le dialogue social. Mais il ne s'agit pas, pour répondre à la question de fond, de modifier le projet, de modifier la démarche. Il y a aujourd'hui pas de négociation, ni avec Benoît Hamon, ni avec François Fillon, ni avec Nicolas Sarkozy. Par contre, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent contre le Front National. Moi, que je trouve dingue, j'étais hier soir à Strasbourg. À Strasbourg, j'ai le souvenir, il y a 20 ans, presque jour pour jour, quand Jean-Marie Le Pen avait décidé de faire son congrès à Strasbourg, il y a 50 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Moi, j'y étais. J'étais pourtant en Provence et je suis monté me mobiliser contre cela. Aujourd'hui, Marine Le Pen est au second tour, harangue les plateaux avec ses sbires régulièrement, tient des propos les plus honteux qu'on peut entendre régulièrement, et plus personne ne se lève. Oui, mais vous faites aussi la fête le dimanche soir à la Rotonde. Enfin, c'est un petit peu non, on n'a pas fait la contradictoire. fête à la Rotonde. Moi, je suis arrivé un peu tard, mais Emmanuel Macron avait prévu un dîner. Il a souhaité inviter à ce dîner toutes celles et tous ceux qui, standardistes, dans l'équipe technique du siège, ont contribué à cette élection, justement pour éviter que ce soit dans l'entre-soi. Et on va dans une brasserie parisienne qui n'est pas le Fouquet's. Je sais que l'amalgame a été fait. Ça n'est pas le Fouquet's. Est-ce que dans le discours, il ne fallait pas être plus solennel dans ce cas-là? Vous dites personne ne s'émeut, le FN encore deuxième tour. Est-ce que son Aussi à discours vous, était assez grave? Le fond du discours était grave. Par contre, la forme du discours, avec 3000 personnes, je crois, qui étaient là, qui hurlaient de joie, parce que gagner le premier tour, parce qu'il a gagné le premier tour, il est en tête, effectivement, a donné ce sentiment de décalage. Mais le fond du discours était grave, et je peux vous dire que Emmanuel, je ne l'ai pas vu sauter au plafond, et je l'ai vu écouter, entendre, et entendre aussi les critiques qui ont été faites le soir même. Est-ce qu'il n'aurait pas dû dire, voilà, peu importe si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec mon projet, votez pour moi pour faire barrage à Marine Le Pen, plutôt que de demander un vote d'adhésion à son projet quand on fait 20% des voix? Un peu plus dans le cas d'Emmanuel. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même toute une frange de la population qui ne se reconnaît pas, à qui on ne peut pas demander un vote d'adhésion. Il faut demander Et d'ailleurs, un vote mouvement de sans valeur. moi le 7 mai, enfin, il y a aussi beaucoup de Oui, mais on a choses qui se construit mettent en toute place. une campagne pour qu'enfin, on ait un vote pour et pas un vote contre. Et donc, il faut transformer les votes du premier tour encore en vote pour. Tout comme il faut entendre aussi ces votes de colère, je pense à ceux de Jean-Luc Mélenchon comme à ceux du Front National. Il faut les entendre. Il faudra les entendre aussi dans notre gouvernance, dans nos priorités. Pour revenir à la stratégie de campagne, Et pour revenir justement à l'affrontement avec Marine Le Pen, qui elle promet par exemple un grand événement le 1er mai, le jour de la fête du travail, est-ce que vous avez essayé d'aller la chercher sur ce terrain-là, ce jour-là? Est-ce qu'il y a... Vous prenez le risque de lui laisser le champ libre, par on exemple? entend quelque chose est en train de se monter. Oui, nous serons évidemment mobilisés le 1er et je compte sur vous pour Et vous venir, faites quoi du coup le 1er mai? nombreux. Pardon? Vous ferez quoi le 1er mai? Il y aura une rencontre, il y aura un meeting, il y aura un échange, mais pas une confrontation avec le Front National. Mais nous serons sur le terrain, comme nous l'avons été le lundi de Pâques. Nous le serons aussi à Paris, mais dans un lieu différent. Ce sera un meeting organisé à l'extérieur pour impressionner, pour rassembler, ou comment vous allez vous... Des fois, on impressionne même à l'intérieur. À Bercy, Ouais. moi, j'étais impressionné. Ce Je sera- suis ce rentré sera- dans l'arène avec Emmanuel Macron. Une contre-réunion j'étais- publique, quoi. Non, ce n'est pas une contre-réunion publique. Le 1er mai n'appartient pas au Front National. Et je dirais, n'appartient encore moins au Front National qu'à Il sera n'importe quel question de autre Jeanne parti d'Arc ou pas du politique. Je ne crois pas qu'il soit question de Jeanne d'Arc, mais le discours n'est pas forcément écrit. Vous savez, le 1er mai, c'est la fête du travail et des Ça sera travailleurs. plus, on parlera des travailleurs. Mais Emmanuel et- Macron parlera des travailleurs le Bon, on va 1er. plutôt parler de la France, et Jeanne d'Arc fait partie de la France. Et là encore, elle n'est pas propriété privée du Front National. Vous savez, à une époque, il s'était emparé du drapeau bleu, blanc, rouge. Et Ségolène Royal avait eu cette intuition de dire non, mais il faut se le réapproprier. Je pense qu'aujourd'hui, ces valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, il faut qu'on les récupère parce qu'elles sont en l'antithèse de ce que porte le Front National. Dernier mot sur
sur Marine Le Pen stratégiquement? Est-ce qu'il faudra aller la chercher sur les affaires? Est-ce qu'il faudra évoquer les affaires durant cette campagne entre deux tours, frontalement? Ou c'est un coup en dessous de la ceinture et vous considérez que c'est pas la peine? Non, mais je crois que les Français en ont conscience. De temps en temps, il faut leur rappeler. Vous savez, au-delà des affaires, regardez le choix qui vient d'être fait. Elle fait une opération de com', elle quitte la présidence. Elle met un personnage à la présidence qui s'appelle M. Jalc. M. Jalc, c'est quelqu'un qui valorise Pétain. C'est un révisionniste qui conteste l'utilisation des gaz dans les politiques d'extermination massive. C'est quelqu'un qui va passer en correctionnel pour détournement de fonds, recel, abus. Voilà la réalité du Front National. Et donc on ne va pas attaquer Marine Le Pen et rappeler les 6 ou 7 procédures. Je crois que les Français en ont conscience. Mais de voir quand même, d'une part, qu'elle considère qu'elle n'a pas à répondre à la justice quand elle est sollicitée et qu'elle assume cette insulte faite au juge, cette insulte faite à l'éthique, en mettant M. Jalc à sa place, j'avoue que c'est incompréhensible. C'est plutôt ça que je dénonce, c'est pas les affaires, peu importe, mais c'est ce sentiment d'être au-dessus de la loi. Je pense que les Français ne supportent plus cela, et ça vaut pour tous les partis politiques. Tout à l'heure, juste, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. En dehors de parler, de faire des concessions, etc., pour un tel ou un tel, est-ce que pour les sympathisants qui ont voté, les Français qui ont voté, que ce soit pour Jean-Luc Mélenchon autour de 20% ou pour François Fillon, vous parlez de pas de concessions dans le programme, mais qu'est-ce que vous faites pour justement les attirer sur un vote d'adhésion, comme vous dites, à Emmanuel Macron? D'abord, peut-être que sur notre projet politique, on n'a pas été assez entendu. Sur la question de la ruralité, où Jean-Luc Mélenchon fait des gros scores, je suis un élu de la ruralité, les engagements extrêmement forts que Emmanuel Macron a pris sur le désenclavement numérique, par exemple, sur la question de l'école, dans le périurbain, dans ces quartiers difficiles, où la désespérance a conduit aussi dans un vote de colère vers Jean-Luc Mélenchon, rappeler nos priorités, faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 12 élèves par classe dans les quartiers. Donc c'est réexpliquer votre projet et faire de la pédagogie sur votre projet. Et c'est montrer pourquoi notre projet est un projet social. Quand on augmente le pouvoir d'achat des salariés les plus faibles de 100 à 150 euros par mois, c'est une réponse qu'on va apporter à ces électeurs qui marquent de la colère. Vous aurez du mal à les faire adhérer à une loi travail plus forte, plus dure, comme Emmanuel Macron le propose. Vous savez, je ne suis pas convaincu que tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon aient adopté en votant la totalité des points du projet politique de tel ou tel. Moi, je crois que ceux qui ont voté pour le Front National et pour Jean-Luc Mélenchon, et on voit la corrélation dans les zones où vous avez un taux de chômage fort, ont voté contre une forme de désespérance liée au chômage. Et donc, il faut qu'on explique pourquoi on ne veut pas casser le Code du travail. Mais plutôt que de se battre pour le Code du travail, on veut se battre pour le droit au travail, pour la création d'emplois, avec un objectif, ramener à 7% le nombre de chômeurs en France, parce qu'à 7%, on considère qu'on est dans une logique de plein emploi, à condition de ne pas rester longtemps en non-emploi. C'est ça le combat qu'on doit mener, et c'est la réponse que nous apportons au Front National. Vous avez remarqué que dans cette campagne, ni Emmanuel, ni celles et ceux qui l'accompagnent, on a été dans la brutalité de la mise en cause du Front National en disant c'est le diable, c'est tout ce qu'on a toujours fait. J'ai le souvenir des élections régionales et du discours de Manuel Valls qui était dans la diabolisation du FN. C'était une erreur stratégique. Le résultat, manifestement, n'a pas été à la hauteur de nos ambitions. Je me suis retiré en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la fois parce que je suis républicain et que j'ai fait un choix, mais aussi parce que j'avais fait un mauvais score. Si j'avais fait un très bon score, je ne me serais pas retiré, j'aurais demandé à Christian Estrosi de le faire, je ne suis pas sûr. Donc c'est quoi la solution pour être... D'apporter des réponses, d'apporter des réponses dans la ruralité, programme. Par l'emploi, par le pouvoir d'achat. Donc quand Marine Le Pen promet le retour de la retraite à 60 ans, par exemple, qui est quelque chose qui parle aux ouvriers qui votent majoritairement pour elle, vous leur parlez libéralisation et création d'emplois, vous pensez? Non, mais en même temps, on doit expliquer les choses. La retraite à 60 ans, c'est formidable, ça a un coût de 32 milliards d'euros. La conséquence, c'est quoi? C'est la fin du régime de retraite par répartition. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de ne pas aller dans un mur financier si nous ramenons la retraite à 60 ans. Et Jean-Luc Mélenchon commettait la même erreur. Sauf que chez Marine Le Pen, il y a une vraie logique. Il y a une vraie logique qui consiste à faire le pari de l'effondrement de la retraite par répartition et retrouver le vieux combat de son vieux père qui voulait aller vers une retraite par capitalisation, vers une privatisation des retraites. Et donc à un moment donné, c'est aussi dire aux gens qu'on peut tout leur promettre, comme à Whirlpool, en disant « élisez-moi et vous verrez, tout sera réglé », ou c'est tenter d'expliquer que quand elle annonce par exemple une taxe à 35% sur l'électroménager, c'est expliquer aux Français que quand ils vont vouloir acheter un aspirateur à 150 €, il va dorénavant leur en coûter 42,50 € de plus. Il va passer de 150 € à plus de 200 €. C'est ça qu'il faut expliquer. Sur le régime de retraite... Mais c'est peut-être ça qu'il manque à Emmanuel Macron? Peut-être qu'on n'a pas été assez concret sur ces sujets. Moi, j'essaye de l'être. Et quand on explique qu'on va taxer ce qui vient de l'étranger avec 35%, il faut juste dire aux Français,
et dans la ruralité, là où on vote pour le Front National par exemple, que le plein d'essence, le prochain plein d'essence, au lieu de coûter 80 €, il va en coûter 110. Sauf qu'elle, sa réponse là, c'est que l'essence, c'est essentiellement des taxes et qu'il suffit de faire baisser les taxes pour compenser l'augmentation des prix du pétrole. Ça, c'est une bonne idée, mais à un moment donné, il faut juste que quelqu'un paye les taxes. Alors là, on nous répond, on a souvent ces débats avec nos collègues du Front National, ils nous répondent, ah non, mais c'est le pays étranger qui va payer les taxes, bien sûr. Et la marmotte, elle emballe le chocolat dans du papier aluminium et elle le livre à domicile. François Hollande qui s'est placé